La réalité. Fondamentalement, c'est elle qui façonne le cinéma. On peut se retrouver avec des films racontant l'histoire d'un personnage célèbre, des métrages tentant de montrer l'avenir, ou de narrer un événement historique. Il arrive donc que la réalité, au travers d'étranges et tragiques faits divers, inspire la fiction. On nous présente alors des films terrifiants sans se douter que leur histoire de fond, elle, est basée sur des événements qui se sont véritablement déroulés. Dans cet épisode, vous allez découvrir que l'étrange, qu'on le veuille ou non, est bien réel. Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Dans ma première vidéo sur les inspirations étranges qui ont donné naissance à des films, je vous avais parlé des oiseaux, de la saga Chucky et de Crazy Bear. Cette fois-ci, je vous propose de découvrir ensemble 3 autres films qui se sont inspirés de faits réels très étranges et, il faut le dire, tragiques. Alors fans de ciné, vous êtes prêts pour un nouveau voyage au cœur de l'étrange ? Thomas et Eileen Lonergan, nés respectivement en 1964 et 1969, se rencontrent à l'université de l'État de Louisiane. Passionnée de plongée sous-marine, Eileen propose à Tom de se lancer également dans l'aventure, ce qu'il accepte avec plaisir. Tous deux fans de voyage et souhaitant apporter leur aide dans des projets humanitaires, ils parcourent le monde puis se mettent au service de l'association Peace Corps à Tuvalu et aux Fidji. Après leur période de service, Tom et Eileen décident de voyager encore un peu avant de rentrer aux États-Unis. Pour ces passionnés de plongée, impossible de retourner chez eux sans faire un détour par la grande barrière de corail. Ils se rendent donc en Australie en janvier 1998 pour y passer quelques temps et profiter des merveilles sous-marines. Le 25 janvier 1998, ils se rendent à Port Douglas. Là, ils embarquent pour St. Crispin's Reef, à bord du Outer Edge, pour aller faire de la plongée sous-marine à plus de 60 km des côtes. Les voilà en route en compagnie d'une vingtaine de passagers et 5 membres de l'équipage. Arrivés sur place, les plongeurs se jettent à l'eau et profitent de la beauté du lieu avec sa faune et sa flore sous-marine exceptionnelles. Tom et Eileen passent un magnifique moment, se baladant à 12 mètres de profondeur, gravant de merveilleux souvenirs dans leur mémoire. Ils sont en train de vivre leur rêve. Après moins d'1 heure sous l'eau, ils remontent à la surface et constatent que leur bateau a disparu. Ils pensent sans doute à une blague de mauvais goût ou au fait que le bateau a pu quelque peu dériver. Mais au fil des minutes, puis des heures, ils se rendent à l'évidence. Ils ont été abandonnés au milieu de l'océan. Ce n'est que le 27 janvier, soit 2 jours plus tard, que le couple a été constaté comme manquant à l'appel lorsque l'on a retrouvé leurs affaires dans le bateau. Malgré d'intenses recherches aériennes et maritimes dans la zone où ils ont été abandonnés, aucun signe de leur présence. Au fil des mois, du matériel est retrouvé, échoué sur les plages. Une combinaison de plongée pour femmes, des bouteilles d'oxygène, une palme et une ardoise de plongeur avec l'inscription suivante. Lundi 26 janvier 1998, 8h. À tous ceux qui peuvent nous aider, nous avons été abandonnés à St. Crispin's Reef par l'Outer Edge le 25 janvier 1998. S'il vous plaît, sauvez-nous avant que nous mourions. Au secours. Plus de 25 ans après leur disparition, personne n'a jamais su ce qui était réellement arrivé à Tom et Eileen. Dévorés par des requins? Morts de déshydratation? Noyés? Ont-ils orchestré leur disparition? Aucun des deux n'a jamais été retrouvé et ils sont présumés morts. En 2003, le cinéma s'empare de ce tragique fait divers pour réaliser un film, Open Water. On y suit l'histoire de Daniel et Suzanne, un couple faisant de la plongée dans les Bahamas avant d'être oubliés par leur bateau. Les voilà maintenant seuls au milieu de l'océan, en proie aux requins, aux méduses, aux tempêtes et à la mort qui semble de plus en plus inéluctable. Le film nous présente non seulement une terrible histoire inspirée de faits réels, mais nous emporte également dans un thriller anxiogène au possible. Le récit de ce couple face à l'immensité de l'océan et au désespoir grandissant nous place dans leur terrifiante situation et nous fait frissonner du début à la fin.
Alors cela est d'autant plus amplifié car il s'agit potentiellement de ce qu'ont pu vivre Tom et Eileen Lonergan. L'inspiration ici est de tenter de trouver une explication à ce qu'il s'est réellement passé et également de faire ressentir toute la détresse du couple aux spectateurs. Et ça, on peut dire que c'est réussi. Nous sommes en 1981, plus précisément le 26 février. Le Los Angeles Times fait paraître un article particulièrement troublant avec le titre « Syndrome du cauchemar ? Les morts de réfugiés laotiens laissent perplexes les autorités ». On y parle d'une vingtaine de réfugiés asiatiques qui sont morts durant leur sommeil. Petite précision, ils dormaient, se sont mis à hurler et moururent comme terrassés par un cauchemar. Plusieurs autres articles paraissent la même année, relatant ces morts étranges. Les victimes n'ont pas de symptômes antérieurs et se trouvent en bonne santé avant leur décès. Il s'agit en grande majorité de victimes masculines dont l'âge moyen est de 33 ans. La cause de la mort est un arrêt cardiaque soudain, sans aucun signe précurseur. Les décès continuent au fil des années et en janvier 1987, le Los Angeles Times fait paraître un nouvel article. Ce sont plus de 130 réfugiés asiatiques qui sont morts durant leur sommeil. Le docteur Robert Kirchner, médecin légiste et professeur de pathologie à l'université de Chicago, qualifie cela comme étant une mort cauchemardesque. Des autopsies sont effectuées sur 18 victimes. Toutes présentent une légère hypertrophie presque indétectable. Selon la théorie du Dr Kirchner, quelque chose durant la nuit, une décharge électrique aléatoire ou même un cauchemar, surcharge les cœurs défectueux et les fait s'arrêter. Le stress pourrait être un facteur aggravant conduisant à cette mort cauchemardesque. Comment prévenir cela ? Il n'existe aucun moyen. Le Dr Kirchner conseille: le mieux que vous puissiez faire est d'enseigner la réanimation cardio-pulmonaire aux proches des personnes à haut risque. Mais c'est à peu près tout. Les gens doivent dormir. Depuis l'article dans le Los Angeles Times de 1987, deux scientifiques, Pedro et Josep Brugada, ont étudié ce syndrome et lui ont donné leur nom en 1992. On en sait donc un peu plus sur ces morts suspectes durant le sommeil. Après, scientifiquement parlant, si ça vous intéresse, je vous laisse un lien en description. Cependant, l'article du Los Angeles Times de 1981 a donné une idée à un certain Wes Craven. Pourquoi ne pas faire une histoire avec un être maléfique pouvant contrôler les cauchemars et tuer les gens dans leur sommeil ? L'histoire de Freddy Krueger est née. Et pour les anecdotes, le chapeau de notre grand brûlé vient du souvenir d'un ivrogne du quartier d'enfance de Wes Craven. Le nom de Freddy vient d'une brute qui le harcelait à l'école primaire. Le rouge et le vert du pull proviennent du fait que ce sont deux couleurs qui se distinguent mal, ce qui met automatiquement un malaise en les voyant côte à côte. Et les griffes sont inspirées de publicités pour des couteaux et de celles de son chat. Quoi qu'il en soit, dans les années 80, cette vague de morts cauchemardesques a terrifié un grand nombre de personnes. Certaines étaient même persuadées que les mauvais rêves pouvaient bel et bien tuer. Or pour le coup, là, on appréhende un peu l'heure d'aller au lit, non ? Nous sommes en mars 1990 à Madrid, en Espagne. Estefania Gutiérrez Lazar, 18 ans, participe à une séance de Ouija avec ses amis dans la cour du lycée. Elles le font de temps à autre et là, le but était d'entrer en contact avec le petit ami de l'une d'entre elles, malheureusement décédé dans un accident de moto. En plein milieu de la séance, un professeur vient les interrompre, déchire le carton où étaient inscrites les lettres et brise le morceau de verre permettant à l'esprit de communiquer. Une étrange fumée noire s'évapore de celui-ci pour se diriger vers Estefania, qui la respire. Le professeur et ses amis sont tétanisés. Les semaines suivantes, Estefania se plaint vers ses parents que des silhouettes noires et filiformes s'approchent d'elle durant la nuit. Elles se prennent par la main et murmurent « Viens à nous ». Puis la jeune fille commence à avoir de violentes crises de colère, durant lesquelles ses yeux se retournent. Elle se met à baver, insulte ses frères et sœurs et parle avec une voix profonde et rauque en frappant tous ceux qui s'approchent d'elle. Ne sachant pas quoi faire, ses parents n'ont d'autre choix que de la faire interner en asile psychiatrique. Le 14 août 1991, alors qu'elle se trouve à l'hôpital Gregorio Marañón après avoir passé par plusieurs instituts, Estefania tombe dans le coma
et décède, sans aucune explication. Les médecins qui examinent son corps ne trouvent aucune raison à son décès. Ils finissent par inscrire arrêt cardiaque comme cause de la mort, sans grande conviction. Mais la disparition d'Estefania n'est que le commencement. Durant les mois qui suivent, la famille de la jeune fille se retrouve en plein milieu d'une violente hantise. Des coups sont donnés contre les murs, des voix de femmes se font entendre dans tout l'appartement, la température chute inexplicablement, les portes s'ouvrent et se referment toutes seules, les appareils électriques s'allument et s'éteignent sans raison, et même de petits objets volent à travers les pièces. C'est en automne 1992 qu'arrive l'événement le plus violent. Toute la famille est rassemblée au salon quand la porte s'ouvre brusquement et de puissants coups sont portés contre les murs. La famille se barricade au salon, bloquant la porte avec le canapé et un objet lourd en marbre. Un hallucinant courant d'air traverse le couloir et parvient à pousser la porte. Dans tout ce chahut, la mère d'Estefania voit qu'un cadre avec une photo de sa fille est tombé au sol. Elle le ramasse et hurle. La photo est en feu, dévorant le visage d'Estefania avant de s'arrêter brusquement, laissant le cadre et le reste du cliché intacts. La nuit du 27 novembre 1992, c'en est trop. Maximo Gutiérrez, le père de famille, appelle le poste de police de Vallecas pour les informer que sa maison est hantée. Les policiers ne le croient bien entendu pas, mais après avoir parlé au téléphone avec les différents membres de la famille et ces derniers semblant vraisemblablement paniqués, les forces de l'ordre décident de s'y rendre. L'inspecteur José Negri et quelques-uns de ses hommes s'en vont donc pour le numéro 8 de la rue Luis Marín à l'appartement des Gutiérrez. Ils remarquent que malgré le froid de l'automne, la famille les attend à l'extérieur. Une fois dans l'appartement, ils se regroupent tous autour de la table de la salle à manger. La famille raconte tout, le décès de leur fille, les bruits étranges, les apparitions, les événements surnaturels, absolument tout. L'inspecteur Negri et ses hommes écoutent calmement tout en restant perplexes. Tout à coup, la porte de l'armoire s'ouvre et se referme violemment pendant quelques secondes. Constatant qu'il n'y a pas de supercherie, les policiers font le tour de l'appartement. Une détonation se fait entendre sur la terrasse sans aucune raison. Des ombres inquiétantes semblent apparaître furtivement. Une substance étrange sointe d'une petite table. Et l'inspecteur Negri lui-même ressent un froid glacial dans la salle de bain. Un froid comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Ne pouvant pas concrètement aider la famille, la police fait un rapport mentionnant « Il y a un certain nombre de phénomènes en tout point inexplicables qui se déroulent dans la maison. » La famille Gutiérrez a finalement déménagé et n'ont plus été importunés par des phénomènes paranormaux. Cependant, en 2006, un épisode de la série Quarto Millennio a été tourné dans le fameux appartement. L'équipe de tournage a pu capter des voix disant « Je ne peux pas » ou « Laisse-la, elle est folle », ainsi que le terrifiant « Attention, on n'a pas encore commencé ». Cette étrange et tragique affaire a inspiré en 2017 un film espagnol, Véronica. On y suit la jeune Véronica qui commence à vivre des phénomènes paranormaux après une séance de Ouija. Le film reprend l'affaire dans les grandes lignes, mais reste tout de même bien efficace. Je vous le conseille parce qu'il arrive à mettre en scène ces terribles événements sans en faire des caisses et en conservant une ambiance angoissante du début à la fin. Pour en revenir à la réalité, on ne sait pas ce qui s'est passé dans cet appartement. Volonté de faire le buzz? Hantise de l'entité qui a pris possession d'Estefania? Hystérie collective? Une chose est pourtant certaine. Le rapport de police qui a été écrit la nuit du 27 novembre 1992 est le premier à mentionner officiellement des phénomènes paranormaux constatés par les forces de l'ordre. Bon ben voilà, de quoi bien dormir ce soir. Notre monde regorge de faits divers plus étranges les uns que les autres. Qu'il s'agisse d'une tragique histoire d'abandon au milieu de l'océan, d'un étrange syndrome ou d'une affaire mettant en scène des esprits revanchards, tous ces récits ont inspiré la fiction. Et ce ne sont pas les seuls. Notre imagination est déterminée par notre capacité à comprendre le réel et le modeler selon nos idées. Cette inspiration vient bien souvent des colonnes dans les journaux qui relatent des événements tragiques, troublants et bizarres. Quand on sait d'où viennent ces fictions,
On comprend alors que notre monde est bien plus étrange qu'il n'y paraît. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est toujours intéressant de creuser pour savoir d'où viennent les idées des films qui sortent sur grand écran. Par exemple, est-ce que vous saviez que Les Griffes de la Nuit étaient inspirées d'un syndrome de mort durant le sommeil? Ben, moi non. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et vous pouvez également me laisser un bon vieux pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Un clic, c'est si facile. Et ça fait vachement plaisir. Pour les nouveaux abonnés sur la chaîne, soyez les bienvenus! Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon visionnage.